Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va analyser la finale de l'Euro 2024 qui opposait hier l'Espagne à l'Angleterre et on a eu une belle finale en perspective, une finale inédite. On n'avait jamais eu un Espagne-Angleterre en finale d'une grande compétition internationale et un match qui a débouché sur le sacre final de la Roja et je suis content que la meilleure équipe de la compétition sur le plan collectif, sur le plan du jeu ait été finalement récompensée puisque beaucoup de pragmatiques nous ont fait croire qu'en jouant comme Southgate ou en jouant encore comme Deschamps, on pouvait absolument gagner tous les tournois en insultant le football, en ne respectant pas le jeu. Et bien au final, on a une équipe qui a remis l'église au milieu du village pour finalement l'emporter dans cet Euro 2024. Et c'est une belle renaissance pour la Roja qui a su se renouveler. On va évidemment en parler. On doit analyser le match. Et la première surprise de ce match entre l'Espagne et l'Angleterre se trouve dans les compos. Parce que Southgate a décidé de faire un changement quand même assez radical puisqu'il a titularisé Luke Shaw. Je rappelle que Luke Shaw n'avait pas joué depuis février, notamment en club. Il était blessé avec Manchester United. D'ailleurs, Luke Shaw, c'est un joueur qui est assez fragile physiquement. J'aime beaucoup le joueur, mais je trouve que physiquement, c'est quand même assez compliqué pour le haut niveau. Mais globalement, c'est un joueur quand même de qualité. J'aimais beaucoup Luke Shaw à Southampton, à ses débuts à Manchester United. On se rappelle que ce mec-là était un crack absolu. Je suis un peu déçu que sa carrière n'ait pas pris une autre tournure parce qu'il est assez fragile physiquement. Je me rappelle d'une grave blessure qu'il s'était faite. C'était en Ligue des Champions, il me semble, avec Manchester United. Donc c'est un joueur qui est assez fragile sur le plan physique. Il l'a encore montré sur cette année où il n'a plus joué depuis février. Donc il est vrai que c'est un joueur qui est assez fragile, mais qui a quand même pas mal de qualité malgré son physique qui, de prime abord, peut laisser penser que c'est un joueur plutôt moyen et qui manque un peu de sérieux, mais c'est un joueur de grande qualité. Donc parenthèse fermée sur Luke Shaw, c'était la grande surprise de Gareth Southgate hier qui a décidé de le titulariser. Et c'est un comble hein, puisqu'il n'était pas titulaire, il n'avait pas joué depuis février, il avait fait quelques entrées en jeu dans ce tournoi, mais globalement c'était Trippier qui jouait sur le flanc gauche de la défense anglaise, lui qui est arrière droit de base, qui n'a pas vraiment porté satisfaction, notamment offensivement. Alors oui, défensivement, il a fait le boulot, il a su se montrer solide, mais globalement, on a vu que c'était un défenseur droit et même pas un piston, parce que là, dans ce nouveau système de Southgate qui a été intronisé dès les quarts de finale face à la Suisse, et bien Trippier ne jouait plus de défenseur gauche, mais piston gauche. Et pour un joueur qui à la base est défenseur droit dans une défense à 4, se retrouver piston gauche dans une défense à 3, c'est complètement différent. C'est un métier qui n'a rien à voir et c'est ce pourquoi Southgate a décidé de mettre Luke Shaw, et Luke Shaw faisait face à Lamine Yamal. Je trouve qu'il l'a plutôt bien contenu. Alors de prime abord, ça a pu laisser penser qu'il allait se faire manger par le jeune ailier espagnol qui est absolument extraordinaire depuis le début du tournoi. C'est un vrai pari de Southgate, mais je rappelle que Luke Shaw est quand même un cadre de la sélection anglaise, qu'il avait déjà été titulaire sur la finale du dernier Euro face à l'Italie. D'ailleurs, il avait marqué, donc c'est un joueur qui est un cadre de ce vestiaire, qui est là depuis pas mal d'années tout de même, et je pense que le fait de l'avoir mis titulaire, oui c'est un pari parce que Luke Shaw est plutôt fragile physiquement, qu'il manque de rythme, le mettre face au meilleur ailier de la compétition, c'était pas forcément lui faire un cadeau, mais je pense que ça a stabilisé la défense anglaise parce que ça a permis à ses coéquipiers de se sentir davantage en confiance avec lui, parce qu'évidemment il y a plus d'automatisme avec Luke Shaw qui est sur son pied gauche, évidemment c'est plus simple, et ça a permis aussi à Luke Shaw, qui est un joueur à vocation défensive, qui est sur son pied gauche, de très bien défendre sur Lamine Yamal, et je trouve qu'il l'a parfaitement contenu, notamment sur la première mi-temps. Ça a été plus dur sur la deuxième, mais je trouve que sur la première mi-temps, pour un joueur en manque de rythme, il s'en est plutôt bien sorti. Donc ça, c'était vraiment la nouveauté dans la composition de Southgate, et puis ça a permis aussi à Southgate de surprendre un peu De La Fuente, son collègue d'en face évidemment, puisque je pense que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Trippier qui soit titulaire. Et sur le début du match, on a eu une équipe espagnole qui a monopolisé le ballon. Côté espagnol, on avait vraiment du classique. Alors Rodri s'est blessé, il est sorti à la mi-temps, mais sur la première mi-temps, on avait l'équipe qui était là depuis le début du tournoi. Carvajal a juste récupéré sa place parce qu'il était suspendu en demi, le Normand aussi qui a pris la place de Nacho. Je m'attendais quand même à ce que Nacho joue la finale titulaire parce que il avait porté satisfaction lors de la demi-finale face à l'équipe de France. C'est un joueur qui est coutumier des grands matchs, des grandes finales avec le Real Madrid. Le Normand avait montré quelques fragilités, notamment avec ce CSC face à la Géorgie. Donc je m'attendais à ce que Nacho soit reconduit pour la finale. Finalement, il a gardé cette défense 100% française avec le Normand et Laporte, et globalement on avait du classique côté espagnol. Et sur la première mi-temps, on a eu une équipe espagnole qui a monopolisé le ballon. D'ailleurs sur la première mi-temps, je crois qu'ils finissent avec 68 ou 69% de possession, mais pas une seule grosse occasion. Je pense que sur la première mi-temps, ça n'est pas une source évidemment, mais je pense que sur la première mi-temps, les deux joueurs qui touchent le plus de ballons côté espagnol, c'est Laporte et le Normand. Ça, j'en suis sûr et certain. Alors je n'ai pas vérifié, n'hésitez pas à aller revoir, mais je pense que sur la première mi-temps, les deux joueurs qui touchent le plus de ballons, c'est Laporte et le Normand, tant l'Espagne a fait tourner en partant de ces deux premiers
défenseurs centraux et tant on avait du mal à se créer des occasions. Yamal et Williams n'étaient pas assez trouvés, Rodri relançait beaucoup, mais beaucoup de manière horizontale, donc c'était plutôt compliqué au début à la création pour les Espagnols. Ils n'arrivaient pas à enclencher la deuxième, ce qu'ils avaient parfaitement réussi à faire depuis le début de la compétition en touchant Yamal et Williams, mais sur la première mi-temps, il n'y a aucune grosse occasion espagnole et la première grosse occasion, elle est anglaise. Elle intervient vers la 44e, 45e minute. C'est une frappe de Phil Foden suite à un corner mal repoussé par la défense espagnole qui sollicite Unai Simon qui est obligé de capter le ballon sur sa ligne. Donc ça, c'est une grosse occasion anglaise puisque Foden est tout seul dans la surface. Mais globalement, il n'y a pas de grosses occasions. On a une Espagne qui monopolise le ballon. On a une équipe anglaise qui attend. Je ne sais même pas si les Anglais ont fait plus de 8-9 passes de suite sur la première mi-temps. Tant c'était compliqué pour eux. Pourtant, contre les Pays-Bas, ils avaient quand même affiché certaines phases de possession, quelques qualités tout de même dans la conservation, on l'avait souligné sur le débrief de la demi-finale avec Kobe Mainoo qui évidemment fluidifiait le trafic au milieu de terrain et rajoutait une option en plus, notamment sur le plan technique, mais on n'a pas vu ça sur la finale, notamment sur la première mi-temps, avec une équipe anglaise qui a eu énormément de mal à multiplier les passes et à essayer de déséquilibrer le bloc espagnol, mais pareil pour les Espagnols qui, en n'arrivant pas à toucher Yamal et Williams, n'ont pas réussi à atteindre l'arrière-garde anglaise. J'ai juste en souvenir un tacle de John Stones sur Nico Williams, un tacle salvateur, parce qu'on ne sait pas ce que Nico Williams aurait fait sans ce superbe geste défensif de John Stones, mais globalement, ce geste-là est le symbole du fait que cette équipe espagnole n'a pas réussi à déséquilibrer la défense anglaise. Par contre, en deuxième mi-temps, tout s'est absolument emballé, et ce, dès les premières minutes. Et ça, avant même que les 22 acteurs ne débarquent sur le terrain, puisque Rodri cède sa place à Zubimendi, et à ce moment-là, comme tous les téléspectateurs et comme tous les gens présents dans le stade, je me dis que ça va commencer à se compliquer sérieusement pour les Espagnols parce que je me disais, cette équipe anglaise a beaucoup de remplaçants de qualité, ils ont beaucoup de joueurs offensifs qui sont capables de faire la différence en sortie de banc, ils l'ont fait depuis le début de la compétition, c'est comme ça que l'Angleterre est arrivée jusqu'en finale, c'est en marquant systématiquement dans le Money Time, que ce soit face à la Slovaquie, que ce soit face aux Pays-Bas et même dans une moindre mesure face à la Suisse où ils ont marqué à la 80e, donc c'est quand même dans les 10-15 dernières minutes, donc je me suis dit attention quand même à cette équipe espagnole qui en perdant son principal organisateur de jeu, son principal métronome, ça peut se compliquer avec les entrées des remplaçants anglais vers l'heure de jeu. Et au final, Zubimendi a fait une super entrée et en plus, le comble dans tout ça, c'est que Zubimendi t'a apporté une option en plus que Rodri, c'est que Zubimendi est capable de se projeter. Zubimendi est capable de porter le ballon. Rodri, on sait que c'est un joueur qui contrôle et qui passe. Bon, il sait se projeter, il sait frapper de loin, mais c'est pas sa fonction première. Rodri, c'est davantage le mec qui va contrôler et passer. Zubimendi, il a une capacité à porter le ballon avec cette élégance qui lui est évidemment propre et j'ai trouvé son entrée très intéressante à Zubimendi. Il y a ce vivier de la Real Sociedad que j'adore parce que ça, c'est des mecs que Luis de la Fuente connaît depuis longtemps et c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir des sélectionneurs qui connaissent les joueurs depuis longtemps, qui les ont côtoyés en jeunes. C'est beau d'avoir des sélectionneurs stars, mais il faut un sélectionneur qui connaît les jeunes. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante quand tu es sélectionneur. Je pense que quand une sélection cherche un entraîneur, il faut absolument que l'entraîneur connaisse les classes jeunes. Et Merino, Oyarzabal, Zubimendi, tous ces mecs des classes jeunes, c'est des mecs que Luis de la Fuente a côtoyé, avec qui il avait gagné l'Euro U19, il me semble, il y a quelques années. Donc c'est des mecs qu'il connaît parfaitement bien et ça c'est important d'avoir ce vivier de jeunes que le sélectionneur connaît déjà, qu'il a déjà côtoyé dans le passé, dans les classes jeunes là aussi. Et Luis de la Fuente n'est pas un grand entraîneur, mais Luis de la Fuente c'est un grand sélectionneur, c'est un grand manager, il connaît ses joueurs, il connaît leur psychologie parce qu'il les a déjà côtoyés depuis longtemps. Mais même si on prend les générations d'après, il n'y a même pas besoin d'aller voir chez les jeunes. Si on prend Rodri, Fabian Ruiz, Morata, c'est des mecs qui se sont côtoyés lorsqu'ils étaient plus jeunes aussi. Et ça favorise les automatismes. Et ça, c'est inhérent au football espagnol, au football allemand qui prône des collectifs très forts. C'est que tous les mecs qui jouent aujourd'hui dans ces sélections-là, ce sont des mecs qui ont grandi ensemble. Si on prend côté allemand, Sané, Gnabry, Kimmich, Goretzka, Süle, c'est des mecs qui ont grandi ensemble. Et ça, forcément, ça favorise les automatismes. Et ça, c'est très important. Ça, on l'a un peu moins en France, on l'a un peu moins en Angleterre. Parce qu'en France et en Angleterre, on a des identités moins fortes en termes de sélection. On mise davantage sur les individualités côté français qui vont rapidement s'exporter à l'étranger. Et côté anglais, ce sont des mecs qui sont davantage concentrés sur leur club que sur leur sélection. Donc ce sont des mecs qui ont l'habitude de s'affronter mais qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Alors que chez l'Espagne et chez l'Allemagne, ce sont des mecs qui se côtoient en jeunes depuis petit. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas forcément besoin d'être le meilleur sélectionneur, le meilleur entraîneur, le meilleur stratège. Il y a juste besoin de s'appuyer sur un vivier fort. Et ça, Luis de la Fuente a parfaitement su le faire. On va fermer cette parenthèse pour se focaliser sur la deuxième mi-temps. Zubimendi rentre, il fait une très belle entrée à la place de Rodri et le but qui intervient dès la 46e, ce superbe service de Yamal
pour Nico Williams. La finition est absolument chirurgicale évidemment. J'adore la déviation de Carvajal au départ de l'action qui amène en tout cas Yamal sur un plateau, hein, parce que cette déviation de Carvajal elle permet à Yamal d'être dans le sens du jeu, d'avoir simplement à crocheter pour écarter sur Nico Williams, donc ça c'est évidemment très intéressant. Et après ça je me suis dit ça va être compliqué pour les Anglais. Je me suis dit là ça va être dur, je ne voyais pas les True Lions revenir, mais je les voyais pourquoi pas revenir avec ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire une individualité sortie du chapeau. Même si le but de Cole Palmer est très beau, c'est une très belle frappe de loin, elle est quelque peu déviée et surtout c'est un exploit individuel. C'est une frappe à l'entrée de la surface qui est légèrement déviée, qui intervient dans un moment où les Anglais ont quand même repris le rythme sur le match, mais sans pour autant non plus être ultra dominateurs. Les Anglais n'ont jamais été ultra dominateurs dans ce match-là, ils ont juste eu un coup de boost évidemment après ce but-là, puisque la panique les a aidés, parce que forcément il fallait égaliser, mais globalement j'ai pas trouvé que les Anglais aient dominé les Espagnols sur une séquence de 10 minutes comme les Espagnols ont pu le faire, notamment sur toute la deuxième mi-temps, parce que oui il y a le but de Cole Palmer, mais sur la deuxième mi-temps c'est globalement l'Espagne qui domine. Alors la remise de Bellingham est super, au départ Saka fait un super boulot pour le retrait sur Bellingham, la frappe est belle, mais c'est un exploit individuel, et en fait c'est une belle métaphore sur le tournoi des deux équipes que ce match-là, parce que l'Espagne hier marque sur deux actions collectives de grande qualité, parce que le deuxième but d'Oyarzabal est merveilleux, c'est un 1-2 avec Cucurella. La défense anglaise est beaucoup trop lente, Stones et Gueye ne sont pas du tout vigilants au départ d'Oyarzabal dans leur dos, et puis le but anglais c'est un exploit individuel de Cole Palmer. Donc en fait c'est vraiment la métaphore et le résumé des compétitions de ces deux équipes, et ça nous montre un peu la tradition ancrée dans la mentalité des deux équipes que cette finale et les buts qu'ils ont mis sur ce match-là évidemment. Et après il y a le but d'Oyarzabal, et là je me dis c'est terminé, les Anglais ne s'en relèveront pas. Pourtant il y a une toute dernière occasion où je pense que le cœur des Espagnols et des Anglais, en tout cas il y a plus d'un cœur qui a dû lâcher sur cette action-là, c'est la tête de Rice, puis la tête de Gueye, repoussée par Olmo, puis la tête de Stones qui passe au-dessus. C'était complètement dingue, c'était rocambolesque. Et d'ailleurs Olmo qui repousse le ballon de la tête et qui après explose littéralement, il célèbre comme si il avait marqué un but. Donc cette scène elle est absolument dingue, et pour moi c'est le plus beau but du match, c'est le plus beau but du tournoi, que ce sauvetage d'Olmo sur la ligne, sur la tête de Marc Gueye. En fait ça nous montre qu'en réalité en football c'est bien les buts, c'est bien le spectacle, mais en fait c'est ce genre de frisson, c'est ce genre d'émotion qui fait ce sport là, parce que même si l'Espagne est au-dessus collectivement, même si évidemment ce sont les hommes de Luis de la Fuente qui méritent de remporter le tournoi, et bien sur cette occasion là ça aurait pu tenir à un seul fil, et ça aurait pu permettre aux Anglais de décrocher une éventuelle prolongation. Et j'ai trouvé encore une fois Southgate pertinent sur ses changements, et surtout je l'ai trouvé osé et courageux. Il a sorti Harry Kane à la 60e pour faire rentrer Watkins, qui avait été bon en demi-finale sur son entrée face aux Pays-Bas, qui avait déjà été bon en poule sur son entrée, donc j'ai trouvé qu'il avait pris des risques. De toute façon c'était son dernier match à la tête de la sélection anglaise, donc il aurait pu sortir toute la planète, que rien ne lui serait arrivé à Southgate. Mais c'est vrai qu'il fait rentrer Watkins à la place de Kane assez tôt, il fait rentrer Cole Palmer à la place de Mainoo, donc il adopte une stratégie résolument offensive. On ne peut rien lui reprocher, il fait rentrer Palmer marque, il fait rentrer Watkins à la place de son capitaine, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir été courageux sur les changements hier. Et puis Luis de la Fuente aussi qui a été très pertinent dans ses changements, avec l'entrée d'Oyarzabal notamment, qui a été évidemment excellente aussi côté espagnol. Et j'aime beaucoup cette équipe espagnole. Si je devais conclure cette vidéo avec des joueurs de Bilbao, donc Unai Simon, Nico Williams, il y a Viviane aussi qui était rentré face à l'équipe de France, et puis des joueurs de la Real Sociedad avec Merino, Oyarzabal, Zubimendi. Donc il y a vraiment des joueurs de qualité dans la Liga. Ça nous montre que la Liga est un championnat qui est encore performant, avec des joueurs qui ont encore les idées de jeu de la Liga imprégnées dans leur tête. Et puis ensuite la mondialisation du foot aidant, ça a permis d'incorporer des joueurs qui évolue un peu partout, comme Fabian au Paris Saint-Germain, Rodri à Manchester City. Voilà, et puis il y a ce mélange entre la jeunesse et l'expérience. Tu as un côté droit avec Carvajal et Yamal, donc ça nous montre aussi que il y a l'expérience made in Real Madrid incarnée par Carvajal, mais il y a aussi la jeunesse de la Masia avec Lamine Yamal, et ça nous montre que l'Espagne est parfaitement représentés. Il y a des mecs de Madrid, il y a des mecs de la Masia, il y a des mecs du Pays Basque avec Nico Williams, avec aussi les mecs de la Real Sociedad. Donc en fait c'est très espagnol ce qu'on a vu hier sur cette victoire de l'Euro. Évidemment ça n'est plus seulement un concentré de joueurs du Real et du Barça, mais c'est aussi toute l'Espagne, et aussi la mondialisation du foot avec des joueurs qui évoluent un peu partout en Europe. Et côté anglais on n'a pas ce collectif, encore une fois, on n'a pas ce lien entre les joueurs pour construire des actions, pour pouvoir avoir cette force collective, et c'est parfaitement incarné par Phil Foden notamment, parce que Phil Foden c'est un gars qui a Manchester
Manchester City est très bon, mais parce qu'il est dans un collectif. Là, du côté de l'Angleterre, il y a moins ce collectif, donc forcément, on voit moins Foden. C'est pour ça que Palmer brille, par exemple, parce que Palmer, c'est moins un joueur de collectif. Palmer, c'est davantage un soliste, et on l'a vu sur sa saison avec Chelsea, où il a joué quasiment tout seul. Donc, cette équipe anglaise, c'est aussi une métaphore sur le football. Tu peux avoir toutes les individualités du monde que tu veux. Si tu ne construis pas de structure collective, tu peux devenir une équipe très moyenne, parce que l'Angleterre reste une équipe assez moyenne. Elle s'en est sortie grâce à des scénarios rocambolesques sur ce tournoi, mais collectivement, c'est très maigre ce que nous ont proposé les hommes de Southgate. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, pardon, j'ai plus de batterie, à me dire ce que vous avez pensé de cette finale. Merci beaucoup.